On est en train d'inventer une deuxième vague artificielle. Aucun des événements qui annonçaient une deuxième vague ne s'est trouvé vérifié. L'histoire de rebond, c'est une fantaisie qui a été inventée à partir de la grippe espagnole. À partir du moment où le virus circulait aussi largement, on savait déjà qu'il serait très difficile de l'éliminer. Plus on cherche à le contrôler, moins il circulera. Tout au plus, quand on relâche un peu la pression, le nombre de cas augmente, mais si immédiatement on remet le couvercle, on contrôle, donc on ne laisse pas de vague se créer. Si en revanche, vous soulevez le couvercle brutalement, c'est-à-dire que vous arrêtez toute mesure de contrôle, là oui, il y a un redémarrage de l'épidémie qui peut être rapide et prendre la forme d'une deuxième vague. C'est ce qui s'est passé finalement à partir du mois d'août, où on a vu un relâchement des comportements qui accompagnaient les vacances, et qui s'est vraiment caractérisé d'abord dans une population d'âge de 20 à 29 ans. Et on a vu très vite que les autres classes d'âge ont commencé à être touchées pour atteindre plus de 60-70 ans, vers la fin août et début septembre. C'est ce qui fait qu'au mois d'août, quand l'épidémie a redémarré, on n'a pas eu d'augmentation des hospitalisations parce que c'était d'abord chez des sujets jeunes qui ne font pas de complications. Il faut savoir que quand vous avez un redémarrage d'épidémie, au début, le nombre de cas commence à augmenter doucement, mais quand vous êtes vraiment à des chiffres très bas, ce n'est pas visible. Aujourd'hui, si vous regardez par rapport aux chiffres qu'on a en novembre de nombre de cas, ce qu'il y avait au mois d'août, c'est complètement plat, vous ne voyez rien. Mais quand on regarde de très près, qu'on zoome sur cette période, on se rend compte qu'il y avait une croissance qui était déjà exponentielle, à raison de 30% par semaine. Nous étions un certain nombre d'experts qui scrutaient de très près cette progression des cas. On voyait bien que ça avait redémarré, on voyait bien que c'était exponentiel, on voyait bien que quand on prolongeait cette trajectoire, on allait se retrouver dans une situation critique en octobre et en novembre, mais on parlait un peu dans le désert parce que à cette époque, il y avait autour de nous d'autres experts qui disaient d'abord on voit rien, d'abord il n'y a pas d'hospitalisation, et puis le virus a muté, etc., etc. C'est tout le problème de la communication en temps de crise et surtout quand la crise n'est pas visible. C'est-à-dire que je pense qu'il y avait tellement de gens qui voulaient entendre des discours rassurants que finalement, quand il y avait des personnes sur les plateaux télévisés qui étaient présentées comme des experts et qui disaient qu'il n'y allait pas avoir de reprise épidémique, que le virus avait muté, eh bien, les gens préféraient les écouter plutôt que des gens qui vous disaient on voit rien, mais attention, c'est en train de grimper. Donc effectivement, nous, au Conseil scientifique, depuis le début, on avait prévu ce scénario, aussi par analogie avec ce qu'on sait des virus respiratoires. Ce coronavirus, c'est un virus respiratoire. On sait que les grandes pandémies de virus respiratoires, et notre exemple, c'est évidemment la grippe, se sont toujours faites en plusieurs vagues qui traduisaient l'effet saisonnier qu'il y a sur les virus respiratoires. Et si vous vous reportez il y a un siècle, avec la grippe espagnole, on avait eu exactement ce même phénomène. Donc pour nous, c'était un scénario qui était extrêmement plausible. Mais ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'il était fondé sur la conviction que tant que 50% de la population ne serait pas immunisée, le virus ne s'arrêterait pas de circuler. On a quand même appris de ces épidémies un petit peu leur mode de fonctionnement. Si on remonte vraiment au tout début de l'épidémie, quand on était en janvier-février, il y avait un scénario qui était possible, qui était celui du coronavirus du SRAS de 2003, où la maladie a été éradiquée parce que après juillet 2003, il n'y avait plus de circulation du virus chez l'homme et qu'on a supprimé le réservoir animal d'une certaine façon. Mais ce scénario a été possible parce qu'avec le coronavirus du SRAS de 2003, les malades n'étaient contagieux que plusieurs jours après le début des symptômes, ce qui faisait qu'on avait le temps de les identifier et de les isolés, et donc on a pu contrôler la circulation de ce coronavirus. Avec le nouveau coronavirus, le SARS-CoV-2, on sait maintenant que les personnes peuvent être contagieuses avant le début des symptômes. Ça rend les techniques d'isolement beaucoup moins efficaces. Et très vite, on s'est retrouvé dès le mois de février-mars avec un nombre de foyers dans le monde extrêmement élevé, et on comprenait que les méthodes de contrôle allaient être prises en défaut. Ce qu'on avait écrit avec le conseil scientifique, c'est qu'on craignait d'abord la rentrée de septembre, parce qu'on voyait bien le moment où il y aurait une rentrée scolaire, universitaire, professionnelle, où les gens reviennent en métropole, les métropoles étant des lieux de densité forte,
où le virus circule et qui allait amplifier le phénomène qui avait été lancé pendant l'été où effectivement le virus était remis à circuler à la faveur du relâchement dont on a parlé. Et puis, on craignait, au moment du refroidissement des températures, mais qu'on avait situé fin octobre, début novembre, parce que typiquement, c'est le moment où les températures descendent, on craignait à ce moment-là un retour encore de la circulation du virus, cette fois-ci dans des conditions plus hivernales, qui font que soit les gens sont plus en milieu intérieur, confinés quand il fait froid, et ça favorise la transmission de ces virus respiratoires, soit peut-être que le virus aussi résiste mieux quand il fait froid, que ce soit sur les surfaces ou dans l'air. Et donc nous, on avait bien anticipé cela. Ce qui nous a pris de vitesse, c'est qu'il y a eu fin septembre, entre le 24 et le 27 septembre, une semaine très froide pour la France, comparativement à ce qu'on voit habituellement en fin septembre. Et ça a été vrai pour la France, mais également pour l'ensemble de l'Europe. Et cette semaine de froid nous a envoyé un avertissement pour nous dire « Attention, c'est un virus respiratoire, quand il fait froid, il se transmet mieux ». Et début octobre, il y a eu une remontée extrêmement forte du nombre de cas qui a été vu non seulement sur l'ensemble du territoire français, mais également dans quasiment la totalité des pays d'Europe. Et c'est cette deuxième vague que maintenant on est tous en train d'affronter en Europe, qui, elle, est très vraisemblablement due au refroidissement de fin septembre et qui, malheureusement, n'est pas de très bon augure parce qu'on sait qu'on rentre dans des mois hivernaux. Alors, la seule différence qu'on peut faire avec la première vague, c'est que le temps de doublement de l'épidémie n'est pas le même. On a quand même des mesures de contrôle aujourd'hui, de prévention. Alors, je ne parle pas du confinement lui-même, mais des semaines qui ont précédé. En mars, on était à 3 jours et demi pour doubler le nombre de cas. Aujourd'hui, on est plutôt sur 1 à 2 semaines selon les régions, parce que la dynamique n'est pas partout la même. Mais 1 à 2 semaines, c'est quand même extrêmement rapide. L'autre différence importante par rapport au mois de mars, c'est qu'en mars, l'épidémie était vraiment cantonnée dans la région du Grand Est et en région parisienne. À la fois, ça créait une surcharge extrêmement forte sur ces endroits-là et une saturation des services de réanimation, mais ça permettait quand même des transferts de patients ou d'équipes médicales qui sont venues au secours de leurs collègues du Grand Est et de la région parisienne. Cette fois-ci, l'épidémie étant généralisée sur le territoire français, on n'a plus cette latitude pour transférer les patients. Alors la tension est un peu moins forte dans les endroits concernés parce qu'il y a une densité de malades qui n'est pas aussi élevée que celle qu'on avait en mars dans le Grand Est et en région parisienne. Elle est répartie sur l'ensemble du territoire, mais en revanche, on n'a pas cette possibilité de transférer des patients et c'est ça qui va rendre la gestion de cette crise très difficile. Alors, on peut l'éviter si on maintient la pression sur le virus. Maintenant, la seule chose que je garde en tête néanmoins, c'est qu'on ne le connaît pas, ce coronavirus. On ne peut pas encore anticiper toutes les évolutions possibles. Alors, je ne veux pas être un prophète de malheur, mais il faut garder à la tête que ce virus peut muter. Il a déjà fait une fois avec une mutation qui a eu lieu très tôt dans l'épidémie, en février, et qui est le virus qui est arrivé sur l'Europe de façon massive fin février, début mars, et qui était à l'origine de cette grande première vague qu'on a vécue, avec un virus qui était quand même plus transmissible que le virus d'origine. Le deuxième élément, c'est qu'on n'apprécie pas encore complètement l'effet que le refroidissement aura sur la circulation du virus. On a eu quand même un avant-goût avec ce qui s'est passé fin septembre qui n'était pas du tout rassurant. Et je ne sais pas encore comment ce virus va se comporter quand il se mettra vraiment à faire froid.